Alors du coup, pour finir cette première partie, je vais appeler les trois thésards qui donc on a reproduit l'exercice de l'année dernière. On va avoir trois étudiants qui vont vous présenter trois étudiants en postdoc qui vont vous présenter en 3 minutes leur travail de recherche. Pas de pression. Pas de pression. 3 minutes. Bonjour à tous. Non, je ne vais pas vous présenter ma thèse en 3 minutes parce que je ne suis pas sûr que vous soyez venus pour écouter des résultats sur la résistance au gel du noyer, mais je vais plutôt vous parler de la vulnérabilité de la vigne à la sécheresse en revenant notamment sur le paradigme iso-anisohydrie. En effet, la vigne est un exemple unique chez lequel il y a beaucoup de confusion, donc Sylvain est revenu sur des histoires de perte de conductivité, mais également c'est une espèce chez laquelle on retrouve un comportement isohydrique marqué, c'est-à-dire une stratégie très conservatrice par rapport à la ressource en eau, et une stratégie anisohydrique, un comportement anisohydrique, chez lequel la ressource en eau est dépensée de manière beaucoup plus dispendieuse. Ceci étant dit, on observe effectivement donc, dans certains papiers des comportements flagrants de iso et anisohydrie. Personnellement, je ne sais pas si vous pouvez me dire lequel est iso, lequel est aniso. Pour eux, on a un comportement isohydrique typique chez Grenache, alors que chez Syrah, un comportement typiquement anisohydrique. Et j'aime beaucoup qu'ils aient maximisé la clarté des résultats. J'ai fait une analyse stat, je ne trouve pas de différence significative. Je me suis dit, bon, c'est peut-être à cause du potentiel de base. Si on regarde le potentiel foliaire actuel, au moment où on a une conductance stomatique, on devrait observer des différences. Ah ben non. Du coup, je suis allé voir. Donc, si en termes de cavitation, on avait des différences, donc Sylvain vous en a parlé, on n'a aucune différence. En termes de relation d'équilibre avec l'humidité du sol, on n'a aucune différence non plus, ni en termes de mortalité foliaire. Par contre, donc, si on regarde en plein champ, et si on revient donc, sur le concept d'iso-anisohydrique, en fait, une plante isohydrique va conserver un potentiel hydrique de midi constant avec une ressource en eau qui diminue. Donc avec un potentiel de base qui diminue, on a un potentiel minimum à midi qui reste constant. Une plante anisohydrique va avoir, elle, une gamme qui reste constante au cours du temps, c'est-à-dire une pente de 1 entre potentiel de base et potentiel minimum. Ceci étant dit, en plein champ, on observe donc un comportement typiquement anisohydrique, donc une pente supérieure à 1, mais extrêmement anisohydrique même, si on se place sur une gamme de potentiel faible. Mais si on élargit cette gamme, on voit que la pente diminue jusqu'à devenir donc inférieure à 1, c'est-à-dire typique d'un comportement anisohydrique. En regardant donc l'effet, en replaçant donc cette pente en fonction de la gamme de potentiel de base, on observe donc que Grenache et Syrah suivent les mêmes dynamiques, donc à partir d'un potentiel de moins 0,8 environ, on a exactement les mêmes comportements. Et donc cette transition entre aniso et isohydrie serait peut-être à l'origine de ces confusions chez la vigne. Je vous remercie. Parfait, 3 minutes. Parfait. Vous pourrez lui poser des questions à la pause, on va enchaîner. Bonjour à tous, donc Héloïse Brouard. Donc je suis en thèse, donc en 2e année de thèse, donc encadrée par Sabine Guillaumy, au sein du laboratoire écophysiologie et génomique fonctionnelle de la vigne, donc situé à l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Donc ma thèse a pour but d'étudier l'influence de la manipulation de la canopée sur la composition des baies de raisin en métabolites primaires et secondaires. Donc tout d'abord, donc ça a pour but donc d'étudier des débouchés donc sur des stratégies donc d'adaptation donc en vue du changement climatique qui a tendance donc à augmenter la température et donc à augmenter le degré d'alcool des vins. Donc pour cela, une stratégie possible est donc l'étude de l'effeuillage. Donc les objectifs sont de suivre donc suite à la modification de la canopée l'impact que ça a sur le microclimat, en installant donc des capteurs au niveau des baies ou alors en utilisant une caméra infrarouge, d'étudier le rendement et aussi la composition donc, de la baie de raisin, donc à maturité mais aussi au cours du développement de la baie. Donc suivre les sucres réducteurs, le rapport sucre-acide, les anthocyanes par exemple.
et aussi donc l'identification de gènes et ou enzymes clés, donc qui vont permettre l'étude des mécanismes physiologiques et moléculaires, et l'impact également de cette modification de la canopée sur 9 enzymes clés du métabolisme du carbone. Donc pour cela, 2 plans d'expérience ont été mis en place, un en serre, donc sur bouture fructifère de l'année, permettant une étude sur l'ensemble des compartiments de la plante, feuilles, rameaux, troncs, racines, mais aussi les baies, et une au vignoble, donc Châteaucoin, appellation Pessac-Léognan, où une étude sur baies est effectuée. Donc le traitement des feuillages réalisé est plus ou moins drastique, comme vous pouvez le voir. Donc ici, pour les boutures fructifères, on laisse 2 à 12 feuilles par grappe et par rameau. Et 2 stades des feuillages sont étudiés en parallèle, l'un effectué au stade petit pois et l'autre au stade pré-véraison. Donc aucun résultat n'est présenté puisque les études analytiques sont en cours. Donc pour conclure, mon travail est une analyse globale de la réponse à la modification de la canopée, permettant donc, dans le but de trouver une modalité surface foliaire masse de fruits qui permettrait de diminuer le taux de sucre sans pour autant modifier les concentrations en composés organoleptiques nécessaires au vin, tels que les anthocyanes par exemple. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Et donc, la dernière, Antoine Gauthier. Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter mon projet de thèse sur l'adaptation de la vigne à la faible disponibilité en phosphore. Donc, comme vous le savez, la vigne est cultivée en système greffé essentiellement à partir de 3 grandes espèces de vitis américaines, Vitis riparia, rupestris ou berlandieri, sur lesquelles on greffe du Vitis vinifera reconnu pour ses qualités organoleptiques. Cependant, le porte-greffe va modifier la physiologie de son greffon, notamment lui apportant une certaine vigueur végétative. On ne sait pas encore quels sont les processus qui règlent réellement cette vigueur végétative, même si plusieurs hypothèses sont actuellement étudiées, dont la capacité des porte-greffes à utiliser leurs nutriments. Dans ma thèse, je m'intéresse principalement au phosphore en se basant sur des diagnostics pétiolaires qui ont été faits au vignoble, qui montrent sur une gamme de porte-greffes qui apportent plus ou moins de vigueur que les teneurs en phosphore dans les pétioles de leur greffon sont plutôt bien corrélées avec la vigueur qui leur est apportée. Donc en fait, j'essaye de caractériser chez différents génotypes de porte-greffes la réponse qu'ils peuvent avoir face à différentes teneurs en phosphore. Donc tout d'abord, j'observe des régulations de croissance. La plante va être capable de diminuer sa croissance aérienne au profit de sa croissance racinaire pour augmenter la partie puits en nutriments, enfin la partie source en nutriments, par rapport à la partie demandeuse, la partie aérienne. J'étudie également l'efficacité d'utilisation du phosphore, que ce soit en termes d'absorption, d'allocation ou même de remobilisation. La vigne étant une plante pérenne, elle est capable de réutiliser ses réserves mises en place les années précédentes. Enfin, j'étudie des modifications de la rhizosphère. Les porte-greffes vont exuder un certain nombre de molécules qui vont avoir pour but de modifier la rhizosphère et, dans le cas du phosphore, augmenter la part de phosphore assimilable pour la plante. Pour étudier l'ensemble de ces réponses, j'utilise différents systèmes de culture, avec des systèmes de culture vraiment très contrôlés, de culture in vitro complétés par une approche en hydroponie pour les exudats racinaires, et enfin des cultures en serre qui me permettent de voir l'interaction entre ces stratégies adaptatives et un sol viticole. À partir de ces systèmes, on acquiert un certain nombre de données en termes de biomasse, de croissance de la plante et d'architecture racinaire, qu'on complète avec des dosages d'éléments minéraux et de métabolites. Et par une approche de biologie moléculaire, on essaye de comprendre comment se mettent en place ces stratégies d'adaptation chez nos différents génotypes. En fait, le but de ma thèse, c'est de comprendre comment les différents génotypes utilisés en tant que porte-greffe utilisent leurs nutriments, car ils proviennent d'origines variées et ont su évoluer et s'adapter à des sols très contrastés en nutriments. Et si cette capacité à utiliser le phosphore, mais également les autres nutriments, peut être un élément de réponse à la vigueur qu'ils sont capables d'apporter à leur greffon. Merci. Alors tout d'abord, je voudrais remercier de nouveau les trois présentations. C'est un exercice difficile, donc merci beaucoup encore une fois.
Et puis du coup, maintenant, je voudrais vous inviter à faire une pause. Alors, on est très en retard, donc on va essayer de raccourcir la pause et faire une pause d'1 quart d'heure, 20 minutes. Merci beaucoup. À tout de suite.